Moi, je vais te dire, il y a des Camerounais qui ont fait le CNI en 24 heures. Il y en a, ils appelaient ça la CNI Express. Pour chaque 10 000 francs qui est payé par un Camerounais pour faire établir sa CNI, 9 000 vont dans les caisses allemandes et c'est seulement 1 000 francs qui nous reviennent. Scandaleux, le terme est gentil, c'est d'une absurdité totale. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre podcast, c'est 237 Story. Et nous sommes bel et bien le 28 février de l'an de grâce 2025. Vous l'aurez compris, c'est la dernière édition du mois de février. On va dire simplement un mois qui aura été ponctué par l'amour, mais aussi qui aura été ponctué par les guerres entre les peuples camerounais. On en parlait encore la semaine dernière ici dans votre meilleur podcast. Eh bien, on a évoqué déjà le fait qu'il y ait beaucoup de tribalisme au Cameroun et on a tendance à continuer un peu cette semaine. Je vous le dis pourquoi, parce qu'on a des belles thématiques une fois encore à vous proposer et notamment on commence avec la politique. Les nationalistes camerounais doivent-ils être sanctifiés? Qu'il y ait eu des exactions ou pas dans le passé, c'est la première thématique de ce jour. Ensuite, on va parler de ce scandale, vrai scandale au Cameroun, des femmes de ménage qui assassinent l'enfant du directeur général de Camwata, c'est la société camerounaise d'eau. Eh bien, elles ont assassiné l'enfant du directeur général et elles ont camouflé le crime sous forme de noyade dans la piscine familiale. Enfin, on va parler de gouvernance au Cameroun et de l'établissement des cartes nationales d'identité en 48 heures dans le pays de Paul Biya. Est-ce un mythe ou réalité dans un moment où les titres d'identité sont plus qu'importants pour l'échéance électorale de 2025? Voilà les sujets qui vont rythmer votre podcast ce soir. Pour nous accompagner, eh bien, il y a ceux qui ont donné rendez-vous, il y a ceux qui sont déjà là et il y a ceux qui vont nous rejoindre. D'abord, pour les confirmations, il y a Joe qui devrait être là, il y a Chicharito qui s'est déjà très bien installé. Et ensuite, on a Sepiro. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on a des nouvelles têtes, surtout des nouvelles voix qui vont venir pour nous accompagner, et de ces nouvelles voix, Sepiro fait partie. On va d'abord commencer par les anciens. On va dire bienvenue une fois encore dans sa maison. Bienvenue une nouvelle fois à celui que l'on ne présente plus, celui qui aime bien titiller Olivier des fois. Chicharito, bonsoir et bienvenue à cet autre débat, le dernier du mois. Bonsoir à Cédric. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir renouvelé cette amitié, cette invitation. Je profite de l'occasion que tu m'offres pour dire un bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices et également à mes copanélistes. Pour le moment, aux copanélistes présents que je te laisserai présenter. Merci une fois de plus pour l'invitation. On va dire que c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau quand on connaît la qualité de tes analyses, mais surtout le degré des titillements que tu aimes bien donner et tu ne laisses passer rien. Même si c'est que l'on veut traverser un sujet, tu diras non, je tiens à revenir dessus. Et j'ai envie, avant même que l'on ne passe sur les sujets, Chicharito, peut-être la première question à te poser qui n'a rien à voir vraiment avec les sujets, parce qu'il faudrait qu'on prenne cette habitude-là. On ne peut pas parler forcément de tous les sujets, mais est-ce que tu as, toi, particulièrement un sujet qui t'aura marqué au cours de cette semaine ou de ce mois de février qui est en train de s'achever? Je te remercie d'abord pour les mots gentils à mon endroit et je te retourne ces mots parce que voilà, ça a été un plaisir de te retrouver du côté des panélistes, aujourd'hui du côté de l'animation, et j'espère qu'on ira cheminer ensemble et à faire de très bons débats. Le principal sujet qui m'a marqué, j'ai fait un tour du côté de l'ECAM dans une ambassade, je vais préciser dans l'ambassade de Paris, et je dois vous avouer que j'ai vu que les inscriptions là-bas se passent très bien et je vais continuer comme ça à inviter nos chers compatriotes, qui soient au Cameroun ou dans la diaspora, à continuer à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Le deuxième mot d'ordre, je pense que ça sera de voter. Et le troisième mot d'ordre, ça sera de surveiller son vote. Donc, voilà le principal sujet qui m'a marqué au courant de la semaine. Merci, Cédric. Voilà, on va dire simplement, vous voyez, comme nos auditeurs le constatent, tous ceux qui sont connectés sur 237story.net
simplement sur notre page Facebook ou même encore sur tous nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Spotify ou même encore sur Apple. C'est comme ça que ça se passe désormais. Il y a des sujets sur lesquels on ne pourra peut-être pas s'étaler. Les sujets qui vous intéressent aussi, mettez-les simplement en commentaire et on va revenir dessus. Permettez-moi de passer la parole au deuxième intervenant de ce soir. Il est déjà avec nous. Eh bien, c'est Sepiro tout simplement. Il est nouveau. Alors, on va demander à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter de ne pas hésiter à noter ses différentes interventions. S'il est en forme ou pas, on le saura tout de suite. Je sais qu'il a un petit souci de santé, mais ça n'enlève en rien la qualité de ses arguments. Sepiro, bonsoir et bienvenue au débat sur 237 Story. Bonsoir à CWK et bonsoir à Chicharito l'ancien. C'est vrai que j'écoute souvent vos podcasts, donc je suis content de faire partie de l'équipe ce soir et j'espère que nos débats vont permettre la construction de quelque chose de bon pour notre pays. Donc content d'être avec vous. C'est une joie de te retrouver, en tout cas pour moi et aussi pour sûrement certaines personnes qui vont se dire, ah, mais tiens, on a l'impression de l'avoir déjà écouté ici et sans doute certains reconnaîtront ce timbre vocal, mais ce n'est pas le timbre vocal seulement qui nous intéresse ce soir. On a envie de connaître aussi avec toi, Sepiro, est-ce qu'il y a une actualité particulièrement qui aura retenu ton attention pendant cette semaine, pendant ce mois de février? Ah, vous savez, nous sommes au Cameroun, il fallait refaire le bilan. Il y a tellement d'actualités qui ont retenu mon attention, mais je vais prendre une seule. Je vais dire le début des campagnes pour la présidentielle. Ça a commencé dans le Nord avec les membres du RDPC. Puis Maurice Kamto, dans ses différents podcasts, et Cabral Libi aussi, on constate que les différents candidats de l'opposition surtout vont sur les réseaux sociaux, pendant que le RDPC lui continue comme traditionnellement. Il va d'abord dans le Nord et ça va s'enchaîner. Donc, je suis content que les choses commencent très tôt. On aura vraiment du temps de parler de politique avant les élections. Donc, le peuple ne sera pas surpris de découvrir les candidats. Il les connaîtra bien avant. Donc, c'est ça qui a de nouveau, ce qui m'a marqué au cours de ce mois de février qui s'achève. Tout simplement dit que le Cameroun s'apprête à vivre une année charnière pour ce qui est de son histoire parce qu'on va passer tout simplement aux élections présidentielles dès le mois d'octobre si tout se passe bien. Et il faut le dire déjà, les candidats commencent à s'envoyer les balles en forme de ping-pong. On va commencer avec notre débat de ce jour en parlant de politique. Je vous le disais à l'entame de cette édition, les nationalistes camerounais doivent-ils être sanctifiés, qu'ils aient eu des exactions ou pas dans le passé? Voilà la première thématique. Et pour vous mettre, chers auditeurs, dans le bain, tout simplement, il y a la semaine dernière, il y a Elimbi Lobé, qui lui aussi est président d'un parti politique, qui a fait une déclaration sans publicité, bien sûr, sur un média de la place. Et dans sa déclaration, il a eu à utiliser des mots vraiment très forts. Je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui ont été, certains offusqués, certains qui ont dit, bon, il était sûrement dans la vérité et c'est ce que l'on essaiera de comprendre ce soir. Peut-être passer, puisque la parole était déjà à Sepiro, on reste avec lui. Sepiro, tu as sûrement écouté cette sortie de Elimbi Lobé, cet ancien cadre du SDF. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses déjà, que les nationalistes, et peut-être ou plus principalement Ernest Wandé qui l'avait indexé, était un bandit? Bon, je vais continuer. Merci de me laisser la parole et d'ouvrir ce sujet qui agite pratiquement tous les espaces camerounais actuellement. D'entrée de jeu, je dirais que les nationalistes camerounais, je ne vais pas commencer à les classer en parlant de modérés, d'extrémistes, je sais pas, de toutes les catégories. Les nationalistes, ceux qui sont battus pour le Cameroun méritent notre reconnaissance. Ça, c'est la première chose que je note. Ils méritent notre reconnaissance. Ce qu'ils ont fait, c'était la lutte, puisque les nationalistes sont ceux qui ont lutté pour que le pays soit reconnu. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui et les traiter de bandits, même si ce n'est pas la première fois. Vous me permettrez un peu de remonter, à aller un peu plus loin dans le passé. Lorsque on l'appelait Fauchivé qui était le boss de la police secrète camerounaise, lorsqu'il est interviewé Ernest Wandé après l'avoir
après qu'il s'était rendu, parce que jusqu'aujourd'hui, l'histoire se titube. Est-ce qu'il s'est rendu? Est-ce qu'on l'a arrêté? Mais on dit beaucoup, l'historien dit qu'il s'est rendu. Lorsque Fauchivet l'interviewe ou l'interroge, il lui dit, parce qu'un moment, Dieu lui pose la question, si moi je suis si petit, si naïf, pourquoi est-ce que je vous intéresse tant? Et Fauchivet de lui répondre, tu ne nous intéresses pas. En fait, mon enseignant donc Motaravi, la vedette, nous travaillons à ce que toi, tu sois perçu comme un bandit et comme quelqu'un qui a sémé la terreur dans le monde au niveau national. C'est ce qu'on nous sommes en train de dire au niveau du pays. À l'international, nous sommes en train de te présenter comme un terroriste et un communiste. Pour ceux qui sont un peu friands des contextes, en 1970, lorsqu'on était des communistes, ça avait son pesant d'or. Donc, le mot bandit est lâché dans les années 1970-71. Voilà, c'est là qu'on commence à traiter Ernest Ouandji de bandit. Et Limbilo ne le dit pas pour la première fois, même dans les médias. Je me souviens, il y a 4 ans de cela, un livre paraissait et c'est le cousin de ce Fauchivet qui l'a rédigé, à mémoire de son oncle. Il disait, d'une partie aussi, il reprend ça et en traitant Ernest Ouandji de bandit. Ce qui choque ici, c'est le plateau sur lequel c'est dit. Parce que dire quelque chose dans une radio, le dire dans la rue, n'a pas le même impact que lorsqu'on le dit à la télé. Vous voyez, et ça qui choque. Aussi à une heure de très grande écoute. Lorsqu'il les traite de bandits, il est pratiquement 20 heures. Tous les Camerounais sont devant les débats, puisque nous sommes devenus friands des débats et des questions politiques. Alors ça choque tout le monde. Maintenant, je ne dirais jamais qu'un national camerounais est un bandit. Ils ont commis des exactions. En fait, qui n'a pas commis ces exactions? Tout le monde a commis des exactions. Et s'il était resté un bandit, il n'aurait jamais été réhabilité. Parce que ici, la question du héros ne se pose pas, c'est la question de la reconnaissance de son travail. S'il était réhabilité par Paul Biya il y a quelques années, c'est parce que son combat était jugé utile pour la construction du pays. Il a été réhabilité au même titre que Ahidjo. Si on s'en tient, si on fait l'effort, si on nivelle, comme je vais dire, je prends comme ça, si on nivelle, on traitera Ahidjo de quoi? Qui les combattait? Qui dans son sac a aussi fait autant de mal au peuple camerounais? Comment est-ce qu'on prendra François Hollande et la France? Parce qu'Hollande aussi a reconnu les exactions de la France au Cameroun en 2015. Comment est-ce qu'on les prendrait? On les traitera de quoi? Donc, il y a tout ce faisceau-là qu'on doit vraiment réunir, vraiment étudier notre histoire et donner à qui de droit, à qualifier chacun selon son apport pour le pays. Je ne traiterai jamais Ernest Ouandji de bandit, ou je ne vais jamais l'affabler d'un homme qui va réduire son combat. Non, je ne pourrais pas. Donc, voilà ma position là-dessus. Et Limbi Lobé a fait une grosse erreur de le prononcer ainsi à Mondiovision, à une de grande écoute. Surtout qu'il y avait tellement de Camerounais qui suivaient ça. C'est une faute pour moi, c'est une faute. C'est une faute. Donc, voilà ce que je dirais, c'est une faute de sa part. On attend la suite, mais c'est une faute. Bon, c'est vrai que il a dit justement une heure de très grande écoute, surtout que à 20 heures dans pratiquement tous les foyers au Cameroun, il y a forcément papa ou maman qui veut écouter, que ce soit une émission de débat ou bien simplement une interview d'un grand personnage. Alors, je m'en vais te poser aussi la même question, Chicharito, vu que sûrement tu as eu vent de cette histoire qui, jusqu'à présent, parce que je sais que les débats de ce dimanche dans presque partout au Cameroun seront axés dessus, et nous, à 237 Tori, naturellement, on prend juste le pas sur les autres. Est-ce que tu penses que certains nationalistes camerounais qui ont été combattus, on va le dire, par le gouvernement camerounais à l'époque, sont simplement des bandits? Merci Sylvain pour la question. Si je ne me trompe pas, c'était comment je vais dire ça, l'émission La Libre Expression. Et c'était plutôt le matin. Parler de Exactement, c'est pour ça l'émission. Donc c'était plutôt le matin, ouais, d'accord. C'était 20h ou bien c'était plutôt le matin. Moi, je me dis c'était aux alentours de 11h midi par là, non? Oui, c'est vrai que la libre expression passe aussi en journée. Bon, bien, et ça reste quand même d'une écoute assez considérable et considérée vu que l'émission a été repartagée par plusieurs personnes et plusieurs médias sont revenus dessus. Jusqu'à présent, tous les chaumiers camerounais en parlent. Merci pour la précision. La question que tu poses, elle est pertinente. Et
je voulais pas, avant de répondre à ta question, je voulais d'abord planter un peu le décor en disant que M. Limbi Lobe qui parle, la semaine dernière, tu avais fait un thème où on parlait de la recrudescence des propos haineux et tribalistes. Et si tu te souviens, la semaine dernière, dans mon propos, quand on parlait de ça, j'avais justement indexé M. Limbi Lobe. Et donc, ici, quand tu traites du cas des nationalistes, M. Elimbi Lobe n'est pas fou. Il ne parle pas des nationalistes, il parle précisément d'un nationaliste. Et j'en veux pour preuve, je ne sais pas si je peux retrouver, j'en veux pour preuve que dans la loi du 16 décembre 1991 au Cameroun, qui réhabilite les figures historiques, il y avait Ruben Nyobe, Félix Roland Moumié, Ernest Ouandjé, et en tête, il y avait le président Amadou Ahidjo. Vous voyez que M. Ernest Ouandjé, comment je dis ça, dans l'organigramme de l'UPC, il venait, je crois, en troisième voire quatrième position. Il dirait plutôt troisième position. Parce qu'il y avait d'abord Oumiobe, Félix Roland Moumié, et il vient après. Vous voyez que M. Elimbi Lobe, s'il voulait être cohérent, il devait commencer par la tête pensante de l'UPC de l'époque, c'est-à-dire M. Oumiobe. Il ne pointait pas du doigt Oumiobe. Il devait parler de la seconde tête pensante, M. Félix Roland Moumié. Il ne parle pas de lui. Il vient toucher M. Ernest Ouandjé. Pourquoi? Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Parce qu'il est profondément tribaliste, profondément haineux vis-à-vis des Bamileke. Il parle précisément de celui-là. Et si on était dans un pays sérieux, il y a le modérateur de cette émission qui se fait appeler sac de modérateur. Vous avez vu qu'il n'a pas eu d'essai à de son gros nom. Je ne veux même pas citer son nom parce que c'est d'abord un monsieur qui était impliqué dans une affaire que tout le monde connaît, de pédocriminalité. Il n'aurait jamais dû, d'un pays sérieux, un monsieur comme ça ne peut pas revenir à l'antenne. C'est impossible d'un pays sérieux. Mais de deux, dis que M. Limbi tienne ces propos-là. Accordons-lui ça. Mais que le modérateur ne corrige pas, c'est une faute professionnelle. Que des semaines après, la chaîne Info TV ne prenne pas position, c'est encore une seconde faute professionnelle. Vous qui êtes des professionnels des médias, pourquoi comment on appelle ça? Le CSA, c'est ça? Non, pas le CSA. Bon, le CSA, c'est en France, au Cameroun, c'est le Conseil national de la communication qui est l'organe qui est normalement... Oui, le CNC, oui, le Conseil national de la communication, oui. C'est l'organe qui est censé réguler la communication au Cameroun. Et jusqu'ici, il n'y a aucun mot officiel venu de la part de Joe Tchobonkel Carabus, qui est celui qui dirige la CNC. Le ministre de la communication, jusqu'aujourd'hui, aucun mot. L'Observatoire national des médias du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, aucun mot. Le ministre... Juste peut-être une question pour te permettre de relancer encore ton propos, Chicharito. Est-ce que tu penses que les autorités en place seraient complices et quelque part le discours de Limbi Lobe est en train de les arranger quelque part, en quelque sorte? Je dis oui à 10 000%. Et tous les éléments que je suis en train de verser là sont en train de démontrer à suffisance pour répondre à ta question. J'étais en train de dire que le CNC n'a rien dit. Le ministre de la Communication n'a toujours pas fait de sortie. L'Observatoire national des médias n'a toujours pas fait de sortie. Et le MINAT, qui est toujours prompt à réagir sur tout et n'importe quoi, jusqu'à présent, n'a toujours pas réagi. Souvenez-vous que M. Limbi Lobe avait rencontré le MINAT. Souvenez-vous de cela. Et on avait également fait un débat ici la semaine dernière où on parlait des opposants. Et je vous disais qu'au milieu des opposants, il y a les opposants des opposants. Et M. Limbi Lobe, tout ce qu'il fait depuis un certain temps montre qu'il est un opposant des opposants. Et vous voyez qu'il a carte blanche pour tout et n'importe quoi. Il y a bien longtemps, M. Limbi Lobe
à défaut de ne pas être invité devant les médias, aurait dû être traduit en justice il y a bien longtemps. Parce que ses propos sont certes gravissimes, mais il en a dit aussi des gravissimes. Et donc, pour finir et répondre définitivement à ta question, c'est de cas, ces propos sont non seulement faux, non seulement maladroits, mais sont aussi, comment je vais dire ça, malhonnêtes. Parce que M. Elimbi Lobé, si on respecte son âge, c'est notre papa. Est-ce que Enoumi Lobé ne fait pas un peu la même chose que fait Patrice Nganan, par exemple? Est-ce que ce n'est pas juste une réponse du berger à la bergère? Qu'est-ce que M. Nganan a fait? Parce qu'il est un peu, bon, je veux dire, de la même manière qu'Elimbi Lobé est un peu, je ne vais pas dire tribaliste, mais disons qu'il a un peu des sorties viscérales quand il s'agit de d'une certaine communauté. De la même manière, Patrice Nganan, aussi bien dans ses textes que sur sa page Facebook ou bien des lives qu'il fait, il fait des sorties virulentes envers la communauté qui n'est pas la sienne aussi. Vous avez parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Mais quelle est la différence entre Patrice Nganan et Elimbi Lobé? Patrice Nganan, tu l'as dit, il le fait sur sa page personnelle. Monsieur Elimbi Lobé, ce sont les médias qui lui donnent la parole. Ce n'est pas la même chose. Ce sont les médias qui l'accompagnent, qui encadrent sa parole. Et je venais de dire qu'au niveau du plateau, le modérateur n'a rien dit. Le seul qui a un peu esquissé un mot, c'est le consultant. Le consultant a dit, mais monsieur Elimbi Lobé, ce que vous avez dit là n'est pas, je ne me rappelle plus les termes exacts qu'il a utilisés. Il a dit, ce n'est pas correct. Voilà. Voilà ce qu'il a dit, ce n'est pas correct. Mais à ce niveau, n'est pas au niveau d'être correct ou pas. Ce qu'il a dit est gravissime. Et je voulais dire que tu disais que c'était un papa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu cette période. Il sait ce qui s'est passé pendant cette période. Nous qui sommes derrière, nous avons quand même étudié, même si l'histoire a été édulcorée, nous l'avons quand même étudié. Personne ne peut penser que monsieur Ernest Ouandi est un bandit. Comment on peut penser ça? Surtout un monsieur comme celui-là. Qu'est-ce qu'on peut donc dire d'un monsieur comme Mandela en Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'il a fait pour la libération de l'Afrique du Sud? Il a fait exactement la même chose. C'est vrai qu'avec l'ANC, ça n'a pas, il a fait un peu, il faisait partie de la branche armée, et de la même manière que Nelson Mandela faisait partie de la branche armée, on va dire qu'il y a eu forcément des exactions, il y a eu des tueries auxquelles cette branche armée a participé. Et pourtant, ce n'est pas comme si on devait le dénuer de la hauteur historique qu'il a pour le pays arc-en-ciel. Mais exactement. Et pour terminer, laisser la parole à Papio, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut toujours mettre tout ça dans le contexte dans lequel on est. L'UPC était sur deux fronts. Le premier front, je dirais même trois fronts. Le premier front était le front diplomatique. Porter la cause, faire comprendre dans les autres nations la cause, le problème camerounais. Et comment dire, faire en sorte que la communauté internationale se penche sur la question camerounaise, soit au courant de ce qui se passe au Cameroun. Le deuxième front était un front militaire où il fallait résister. C'est bien ça le terme, il fallait résister. Ce n'est pas qu'il fallait être des bandits, non, il fallait résister. Et le troisième front, c'était un front que je peux qualifier d'éducationnel, de formation. Il fallait former les masses et les jeunes. Et je vais juste terminer en renvoyant tous nos auditeurs et auditrices à un livre très important que j'ai lu et que j'ai trouvé pertinent. Le livre s'appelle La France-Afrique, le plus long scandale de la République, écrit par M. François-Xavier Verchard. Que les Camerounais lisent ça et comprennent parce qu'il parle de ça, de la France-Afrique. Il parle de ça. C'est vrai que je pense il a un peu digité les prémices du livre l'origine de la France-Afrique. Sans te couper, Chicharit, je vais passer la parole encore à Sepiro parce que cette question aussi, j'aimerais avoir son avis pour que l'on ferme définitivement le sujet. Sepiro, il y a justement cette envie pour les Camerounais de comprendre, est-ce que le gouvernement, quelque part, n'accepte pas que le jeu de mots, de tout ce qui se passe actuellement sur la place publique, est-ce que ça ne sert pas plutôt les intérêts du gouvernement ou plutôt des politiques? Oui, je vais te répondre par l'affirmative.
ce jeu de mots, c'est effectivement le gouvernement, le parti au pouvoir, le RDPC, qui n'est que le, le parti politique, le fils légitime de l'UNC, dans le parti unique d'Amadou Ahidjo. Et j'ai posé une question dans un débat à certains aînés qui épousent la thèse de M. Limbilo. Je leur ai posé une simple question. Si le PC avait gagné son combat, qu'aurez-vous pensé de l'UPC? C'était ma question. Et j'ai pas eu de réponse. La deuxième chose qu'ils m'ont posé comme question, c'était pourquoi est-ce que Ernest Wandi était toujours dans le maquis après 1961? On avait déjà proclamé l'indépendance et la réunification. C'était les deux combats, les deux options que l'UPC posait à terre. Moi, je leur ai dit, le but de leur combat n'était pas que le Cameroun soit indépendant. Il n'y a pas besoin d'un mot. Il avait besoin d'une indépendance réelle. Et cela est apparu très tôt lorsque Oumniobé va aux Nations Unies. Il dit qu'ils n'ont pas besoin d'une indépendance factice. Ils ont besoin d'une indépendance réelle. Et pour y arriver, elle doit être le fruit d'un processus. Maintenant, pour revenir au Cameroun, et comme Thierry a dit, il y a derrière ça des relents vraiment, vraiment tribaux. On veut opposer les peuples. Je vais vous partager, je vais te partager à toi, CWK, une chronique que j'ai rédigée tout récemment. Je disais qu'on suivait un processus. Parce qu'il y a depuis environ 1 mois et demi, lorsqu'on va sur certains forums, les gens étaient en train de poser la question des problèmes fonciers dans le Mungo. Ils disaient que les Bamileke ont arraché les terrains dans le Mungo. Oui, donc, depuis 1 mois et demi, ils ont circonscrit la zone. Ils ont précisé dans le Mungo. Ils n'ont pas dit ailleurs. Ils n'ont pas dit Bamileke se battait côté le. Tiens, je vais permettez-moi, je n'aime pas trop les ethnies, des Bassa dans la maritime. Non, ils n'ont pas dit les Bassa sont arrivés dans la maritime. Et lors des combats, ils ont tué les parents Bassa. Vous voyez, ils ont dit dans le Mungo. Spécifiquement, ils ont spécifié, donc ils ont circonscrit le lieu. Et quand Ilimbi Loubé fait sa sortie, qu'est-ce que lui a dit? Il précise dans le Mungo. Donc, ils veulent activer ça. Poser les ethnies, créer la peur, puisqu'on gouverne avec la peur. Vous le savez bien. On gouverne avec la peur. On tue le peuple avec la peur. Et vous êtes encore de voir là, actuellement, il y a un 3e front qui est en train de naître. Parce que moi, bon, ma formation veut que moi, je fais un peu anthropologie, donc ça veut que je regarde, je lise un peu. Là, ça vient de Djikimeni qui ici avant Makini. Dans le Mbam, oui, Djikimeni qui c'est dans le Mbam déjà. Ok, donc Makinene, vous voyez, ce sont des villages ou des circonscriptions qui sont limitrophes à l'ouest. Là, ils sont en train de dire, effectivement, nous aussi ici, les magasins étaient passés, ils nous ont fait, on a foutu nos villages, ils ont récupéré nos villages, on n'est jamais rentré dans nos villages. Vous voyez, là, on est en train de les circonscrire, de créer les fronts. Vous voyez, et on est en train de taire certains problèmes. Puis ça sert bien les intérêts du RDPC. Bien évidemment. Avec la sortie. Juste pour peut-être avant de donner une dernière fois la parole à Chicharito, est-ce que quelque part, Sepiro, tu penses que ça pourrait avoir un impact réel sur les élections à venir? Même si on est encore très loin de octobre, mais est-ce que ça pourrait avoir un impact? Non. En fait, tout a un impact. Vous comprenez? Tout a un impact. Je dis non, c'est à long terme. Tout a un impact là sur place. Vous voyez. Mais je dis la chance, cette élection est de la chance. L'élection sera particulière parce qu'on commence très tôt. Très tôt. Et avec le flux d'informations que l'homme reçoit aujourd'hui, il n'est pas évident de se rappeler ce qui s'est passé il y a 2 mois. Moi, je vous le dis, il faut vraiment que quelqu'un qui archive, qui compte ses archives pour s'appliquer il y a 2 mois. Quelle affaire à chauffer. Je suis content que ça aille très vite parce que le pouvoir en place s'en est servi pour étouffer un certain nombre de scandales qui ont traversé, qui ont
qui sont nés ce mois de février. Les revendications dans le Nord pour les routes, ce pas qu'on voulait créer dans le Nord, les personnes sont opposées. Ces trois jumeaux qui sont nés à l'hôpital de leur baba, ils sont morts dans un carton qu'on les transporte à l'hôpital à Quintini par manque de couveuses. En fait, il y a eu tellement de scandales. Donc, ça tombe bien parce que tout le peuple camerounais a braqué leur gars là-bas. Actuellement, on va donc liquider cette affaire-là. Et quand on va le liquider, on va passer à autre chose. Il faut juste être très, très, très intelligent pour éviter que ça revienne demain et qu'on en parle. Donc, moi, je dis non. Les gens qui arrivent, il n'y aura pas de vrais impacts. Ça va laisser des cicatrices dans le cœur de certains barriqués qui y mettent du cœur, certains bassas qui y mettent du cœur, les enfants, les nationalistes. Mais je dis, c'est plutôt bien qu'on en parle tôt. Parce qu'actuellement, on n'a pas commencé avec le bilan du RDPC et à analyser les programmes des candidats. Donc, j'espère qu'au moment venu, on aura épongé tous ces problèmes tribaux et on sera face au bilan du RDPC, face au candidat pour choisir. Donc, ça tombe plutôt bien. Voilà ce que je veux dire. On va dire que c'est peut-être une bonne nouvelle alors selon toi. Et peut-être aussi, si Charito, un dernier mot avant que l'on ne traverse vraiment définitivement cette thématique. Mais je sens que c'est super intéressant. Peut-être qu'on reviendra forcément dessus au cours de certaines éditions. Si Charito, un dernier mot en 1 minute avant qu'on ne passe à autre chose. Oui, merci sur le cas. Je vais à l'extrait. Je partage entièrement les propos de Piro. Mais je voulais dire qu'il faut que nous restons vigilants parce que Piro pense qu'il faudrait que le débat aille sur un débat de fond, un débat de programme. Et c'est vers là qu'il faut qu'on y aille. Mais il faudrait que nous soyons vigilants dans le sens où ceux qui veulent nous ramener d'un débat de tribu, que nous restons, voilà, vigilants. Et par rapport à ça, vous avez par exemple vu que dans la sortie de M. Limbi-Lobé, après ça, il déclare que sa femme a été agressée. Il n'appelle pas à la police, il n'appelle pas aux forces de maintien de l'ordre. Il appelle la communauté Sawa encore une fois. Ce monsieur est dangereux. Et quand il dit qu'il est dangereux, ne tombons pas là où je voulais appeler tous mes frères et sœurs qui nous suivent sur ce podcast. Ne tombons pas dans le piège que veut nous tendre le parti au pouvoir et avec tous ces relents dans l'opposition. Restons focalisés sur notre idéal commun, qui est le changement au Cameroun, afin d'avoir un mieux-être pour tous et pas pour quelques-uns. C'est ce que je voulais rajouter. Voilà. Voilà qui est dit et je vais compléter simplement pour changer complètement de sujet. Il dit que généralement, on a l'impression que parce que l'on a entendu des politiques dire que les Bamileke ou bien que les Biti ou bien que les Nordistes ne s'aiment pas. Mais je peux vous rassurer, une fois encore ici, à 237 Story, que c'est très, très faux. Chacun a auprès de lui un de ses frères camerounais qui n'est pas de son ethnie, un de ses frères camerounais qui ne partage pas la même langue que lui, mais en qui il reconnaît le sang camerounais, à qui il sait que si je tombe, ce sera lui le premier à me relever. Et malheureusement, on ne devrait pas et on ne doit pas accepter de jouer le jeu de ces politiciens qui, il faut le reconnaître, au sommet là-bas, ils ne se détestent pas entre eux. Ils sont toujours en train d'essayer de faire leur magouille ensemble. C'est une fois que ça arrive à la base, qu'ils se rappellent que non, on peut un peu s'aimer la zizanie près du peuple et on peut vous rassurer, ça ne se passera pas comme ça. Malheureusement, on doit parler de quelque chose qui est triste et c'est la deuxième thématique pour notre podcast. Eh bien, il y a quelques jours encore, beaucoup d'influenceurs camerounais et même un peu plus hors de nos frontières, ils se sont ligués contre un scandale. Un scandale parce que on s'est rendu compte que dans la maison du directeur général de la société camerounaise qui gère, de la société camerounaise de la gestion des eaux, pardon, j'y arrive, donc Kamwata, il y a eu un drame. Un drame qui aurait été apparemment un accident domestique si on s'en tenait à la première version des faits, du moins ce qui était relayé. Eh bien, une toute petite fille, 1 an à peine, et qui était la première fille du couple Moussa, c'est le nom du directeur général de Kamwata. Eh bien, cette petite fille se serait noyée dans la piscine domestique. Mais grande a été la surprise de tous ceux qui sont les internautes de se rendre compte que quelques jours après,
eh bien, l'histoire a complètement changé de phase et ce serait tout autre chose. Apparemment, l'une des nounous de la maison, parce qu'il y en avait 3 en ce moment-là, il y a l'une des nounous qui avait posé son téléphone et la petite avait malheureusement fait tomber le téléphone à 2 reprises et celle-ci, prise d'une colère, pardon, qu'elle n'a pas su maîtriser, a frappé sur la tête de l'enfant fortement et aurait heurté la fontanelle de l'enfant et celle-ci, le décès s'en est suivi. Pour masquer son crime, elle a lancé l'enfant dans la piscine et aidé de ses autres 2 complices en ce moment-là qui sont les autres nous, eh bien, elle a simplement dit que il faudrait que l'on dise au patron que l'enfant s'est noyé. N'eût été la justesse du couple Moussa de demander une autopsie avant l'enterrement, le crime parfait aurait pu être commis. Eh bien, c'est le sujet sur lequel on a envie de retenir un peu votre attention ce soir parce que ce drame est encore dans le cœur des Camerounais qui ont vu cette belle âme s'en aller pour des raisons aussi fallacieuses. Sepiro, c'est à toi que je vais passer le mot d'abord. Mais avant de passer le mot adressé au nom de toute l'équipe de 237 Story, nos sincères condoléances. Condoléances à l'endroit de la famille Moussa, mais également nos condoléances à l'endroit de tous ceux qui ont pu connaître cet enfant-là. Alors, Sepiro, quel est ton avis, d'abord ton sentiment par rapport à ce qui s'est passé ensuite? Peut-être tu pourras répondre à la question. Est-ce que le choix des personnes qui gardent nos enfants, comment est-ce que ça devrait être fait? Lorsque Alexandra est parvenue sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a annoncé qu'elle était morte dans la piscine, moi, en fait, j'ai eu mal, puisque étant parent et ayant des enfants que tu élèves, tu ne peux pas concevoir une si jeune enfant puisse partir par le fait de la négligence, puisque c'était mort d'une piscine, on aurait invoqué la négligence. Une petite fille qui a 3 nounous pratiquement, voire 4, qu'elle meurt dans une piscine, ça m'a d'abord choqué. Puis, quand j'ai appris qu'elle aurait été plutôt battue ou frappée sur la tête et que c'est ce coup qui l'aurait fait passer de vie à trépas, je peux vous dire, en fait, c'est beaucoup plus de colère. C'est de la colère que j'ai ressenti comme sentiment. J'ai eu beaucoup de peine en regardant les miens à la maison et de me dire, mais ces femmes que l'on prend, ces personnes que l'on prend et à qui on confie nos enfants, est-ce qu'ils ont conscience en fait, de la responsabilité qui est la leur? Est-ce qu'ils sont humains? C'est le côté humain ici qu'il faut interpeller l'humain face au matériel. Parce qu'un enfant d'1 an et demi, moi, je sais pas, moi, jusqu'à 5 ans, je peux dire à ma fille de faire une chose 4, 5 fois, elle va refaire, elle va refaire. Mais que l'enfant se débranche un téléphone, et puis tu frappes à la tête. Avec quoi? Je sais pas, la main, le téléphone en question, un objet contondant. Pour ça entraîne sa mort, vraiment, ça choque. Quand j'ai vu ce thème moi, ça m'a bouleversé parce que moi, je comptais vraiment pas en parler. Je préfère souvent, je veux dire, je veux garder ma petite humanité, en fait, et en côtoyant la mort, en côtoyant tous ces faits de société-là, vraiment, je pense qu'il nous coupe de notre humanité, de notre sens, du ressenti. Ça nous coupe de l'humain, de l'homme. Donc, je sais pas, tu vas passer la parole à Chicharito. Vraiment, j'ai pas envie de mélanger de ce temps, c'est pas de cette fois mes enfants, mais c'est pas évident de m'étendre dessus. Ça peut se comprendre en tout cas d'avoir autant d'émotions face à un crime pareil, parce que je vais dire, c'est un crime qui peut laisser bouche bée. Et c'est vraiment avec beaucoup de courage qu'on a parfois que l'on réussit à trouver des mots qui vont accompagner, ce que nous tous nous avons vécu. Alors, Chicharito, j'ai envie de comprendre aussi ce que tu as ressenti, ce que tu penses en tout cas de ce drame-là. Et comment est-ce qu'en tant que parent, en tout cas, comment est-ce qu'on réussit à surpasser cette affaire et comment choisir nous, tout simplement?
Merci, Cédric. Bon, tu poses une très bonne question à laquelle, malheureusement, je connais pas de réponse. Parce que si on a, il n'y a pas de, comment je vais appeler ça? Il n'y a pas de cahier de charge qui permet de trouver la nounou parfaite. Ici, j'ai envie de dire que on a des critères certainement subjectifs. C'est comme un entretien d'embauche. Sur le papier, quelqu'un te présente un parfait CV avec de parfaites recommandations. Mais une fois que tu l'embauches, tu te rends compte que tu as fait carrément erreur sur le recrutement. Donc, et là, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des codes, des canons à respecter pour pouvoir recruter une bonne nounou. Donc ça, je ne sais pas. J'ai tout simplement envie de dire que la famille du directeur du DG de Camouat est tout simplement tombée sur la mauvaise personne. Parce que lorsque tu confies même euh, la garde d'un enfant à, à un adulte, l'adulte, pour moi, doit considérer cet enfant-là comme le sien. Et donc, tout ce que comme tel que tu te comportes avec cet enfant, tu dois te dire que c'est comme ça que tu te comporterais avec ton propre enfant. Et donc, je me vois mal cette femme-là frapper comme ça son enfant parce que son téléphone est tombé 2 fois, 3 fois, même 20 fois. Et pour tout parent, on sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire à un enfant. Même si tu as envie d'infliger une correction à ton enfant, il y a des zones dites sensibles. Il est préférable de faire une petite tape sur la fesse pour montrer à l'enfant que ce que l'enfant vient de faire ne va pas dans le sens que tu aurais souhaité. Tu peux peut-être faire des punitions, mais comme ça, il y a des zones, quand tu parles des zones, la tête, c'est quand même une zone sensible pour un enfant d'1 an et demi. Et au milieu de tout ce drame, je voudrais quand même saluer la réaction du DG des Camouas et de sa femme. Parce que nous autres, on a tous pensé que l'enfant s'était noyé. Et donc, il fallait tout simplement l'enterrer avec toute la dignité qui lui revient. Mais ils ont eu la présence d'esprit de faire une autopsie. Et peut-être que malheureusement, on dit que dans un malheur, il faut quand même essayer de trouver le bon côté. Peut-être que le bon côté que nous devons trouver de ce malheur, de ce drame, il faut que nous ayons la présence d'esprit de faire il faut que nous ayons la présence d'esprit de faire des autopsies. Donc, peut-être ça, c'est la principale leçon que moi j'ai envie de tirer et sur laquelle je voudrais sensibiliser et alerter tous nos parents, auditeurs, auditrices et même tout simplement toute notre communauté des 137 Story. Voilà ce que je peux dire, cette bêta par rapport à ce drame et renouveler également comme ça nos sincères condoléances à la famille attestée. Ah ouais, il faut dire que justement, je vous rejoins aussi bien toi, Ticharito, que le Sepiro pour dire simplement c'est pas. Ce n'est pas la chose la plus facile à accepter, un parent qui enterre un enfant, mais surtout les circonstances dans lesquelles cela arrive, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui a pu traverser l'esprit de la nounou qui a eu à commettre cet assassinat. Mais surtout encore, on se pose des questions sur cette affaire je ne sais pas si je vais dire bestie, c'est-à-dire à quel niveau, excusez-moi de vraiment passer-moi le terme, à quel niveau d'imbécilité on peut être soumis quand on pense qu'on est en train d'aider son ami. À quel moment, parmi les nous, on se dit non, comme c'est mon ami, je vais dire non, oui, l'enfant est tombé dans l'eau. Mais la moindre des choses aurait été de dire non, c'est un malheureux accident, c'est arrivé et maintenant, quitte à payer pour ces crimes. Bon, on va dire que c'est passé pour simplement à tous ceux qui sont touchés par ce drame-là et beaucoup de courage en tout cas aux parents quand ils sont en train de faire la recherche de qui est-ce qui va garder les enfants quand ils sont pas là. On tombe parfois sur des bons, on tombe parfois sur des mauvaises personnes. Donc, des bonnes et des mauvaises personnes, ça, c'est toujours partout.
On passe au dernier thème de cette soirée qui, on va le dire, ça sera un peu speed. On parle de gouvernance et de l'établissement des cartes nationales d'identité en 48 heures au Cameroun de Paul Biya. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est la réalité? Il y a quelques jours, le gouvernement disait OK. Il y a quelques mois, pardon, le gouvernement disait OK, on va faire des cartes d'identité en 48 heures. On a lancé le programme et il suffisait d'aller sur la plateforme www.id.cm et idcam.cm, voilà. Et le tour était joué une fois qu'on avait fait son enrôlement. Normalement, ce 24 février, déjà, donc c'est depuis lundi, ceux qui avaient fait l'enrôlement physique, l'enrôlement en ligne, pouvaient déjà faire l'enrôlement physique et normalement 24 heures après. Donc, si on a fait l'enrôlement lundi, 24 heures après, 48 heures après, on pourrait se retrouver autour de mercredi, jeudi, au plus tard vendredi, les CNI devraient être sortis. Et je peux vous dire que j'ai jeté un coup d'œil du côté des différents journaux aujourd'hui. Je n'ai pas encore aperçu une CNI et ça me permet de poser la première question aussi. Est-ce que toi, Sipiro, tu penses que au Cameroun actuellement, on peut vraiment sortir de cette histoire de CNI? CWK, c'est à fait bon. Espérons que le gouvernement camerounais ait pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Parce que par le passé, on nous a appris que les CNI des Camerounais ne sortaient pas après un mois, un an, 2 ans, voire même 5 ans, parce qu'il y avait une double nationalité. Est-ce que tu peux redire ce que tu redis ta phrase, Sipiro, parce qu'on ne t'a pas suivi jusqu'ici. Je dis, espérons que le gouvernement camerounais ait pris les mesures adéquates pour pouvoir répondre à ce problème d'identification des Camerounais. Parce que il y a encore quelques années, on nous apprenait que les CNI des Camerounais ne sont pas délivrés. De certains Camerounais ne sont pas délivrés. Imaginez le récépissé pendant 4-5 ans, parce qu'ils ont des problèmes de double identité et autres, où ils ont été enrôlés, on ne trouve pas le données dans le fichier, dans la base de données. C'est qu'on ne trouve pas les assurances dans la base de données. Je vais dire, c'est une réalité. Hein. C'est possible qu'on fasse des CNI en 24 heures. Même en 48 heures, c'est même beaucoup déjà en 24 heures. Parce que CWK. Nos parents, ma grand-mère avec sa CNI qui n'était pas qui était même pas plastifiée, c'était en carton et on n'en est pas mort. Hein. Bien évidemment, on les fait directement au commissariat. Là, vous venez à la poste, on te certifie par terre. Mais là, depuis qu'on est passé à la dématérialisation, depuis qu'on a centralisé ça, moi, je vais te dire, il y a des Camerounais qui ont fait le CNI en 24 heures. Il y en a, ils appelaient ça la CNI Express. Moi, en fait, pour moi, c'est pas un mythe. C'est une réalité. J'en connais dans mon entourage qui, avec des urgences, peut-être, voilà, l'enfant a eu la bourse, il doit aller à l'étranger, il faut faire la cinéma, il fait le passeport. Les parents ils vont s'appeler à gauche, à droite, et puis on vous débloque la situation. Il faut qu'enfant a sa CNI en un claquement de doigts. Tu as droit là, ça part de Yaoundé pour une agence à Tokwado le lendemain matin. Donc, il parle de 24 heures, pas de 48 heures. Il parle de 24 heures. J'en connais autour de moi qui l'ont fait en 24 heures. Là, il fallait juste mettre le paquet. Ça, c'est notre pays, il fallait mettre le paquet. Tu as ta CNI en 24 heures et tu as ta CNI en 24 heures. Mais maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que le problème de double identité, de manque de souche et tous ces problèmes-là ont été résolus pour tous les Camerounais au point où un Camerounais qui avait, je sais pas, 2 actes de naissance, qui avait fait la CNI 2 fois, est-ce qu'il pourra s'enrôler? Demain, il va voir sa CNI à temps. Peut-être que ça sera dans l'option, dans des exceptions. Pose une question, hein, c'est pas une question piège. Juste pour savoir, est-ce que tu as ta CNI? Juste pour savoir. Oui, j'ai ma CNI. Je fais partie des élus. Ceux qui ont fait leur CNI, c'est sorti en 4. Peut-être devrais organiser un voix CNI chez toi parce que je vais le dire pour prendre mon exemple avant d'aller chez Chicharito pour poser la question. Depuis 2018,
je n'ai plus jamais eu la CNI. Et je peux vous dire que j'ai eu normalement ma première carte nationale d'identité en 2008 et elle a périmé en 2018, 10 ans plus tard. Je n'ai plus jamais eu de CNI, nous sommes en 2025. J'ai fait au moins 3 récépissés, je n'ai toujours pas de CNI. On a dit qu'il y aura cette affaire de CNI en 48 heures, un peu comme ça se fait déjà avec les passeports. On croise les doigts, on espère que ce ne sera pas juste des petites fables. Chicharito, juste pour te poser aussi la question, est-ce que tu penses que cette affaire de CNI sera résolue un jour au Cameroun? Déjà, comment comprendre que l'on ait donné un secteur aussi sensible je ne sais pas de notre économie, mais je veux dire, c'est vrai, de notre souveraineté nationale. Comment comprendre que l'on ait donné quelque chose de pareil à une entreprise allemande qui gagne 90% de ce qui est payé. Parce que pour chaque 10 000 francs qui est payé par un Camerounais pour faire établir sa CNI, 9 000 vont dans les caisses allemandes et c'est seulement 1 000 francs qui nous reviennent. Comment tu comprends cela, Chicharito? Je comprends ça tout simplement par nos dirigeants en place. Aussi simple que ça. Nos dirigeants en place font qui nous mettent dans cette situation. Normalement, ce genre de choses, c'est-à-dire l'identification devrait être détenue par des Camerounais, au moins pour, comment je vais appeler ça, au moins pour la souveraineté des données nationales. Au moins à ce niveau, on aurait pu faire ça. Personne ici ne peut comprendre qu'en 2025, avec tous nos ingénieurs que nous formons à Polytech et un peu partout dans les autres écoles, À l'IAI, pour continuer dans des grandes écoles. voilà, même ceux qui sont à la diaspora, personne ne peut comprendre que à ce niveau, nous ne puissions pas. Ce n'est pas que nous ne soyons pas capables, mais que nous n'ayons pas, que nos dirigeants n'aient pas, comment je vais dire ça, la force nécessaire, le courage nécessaire. Est-ce que tu trouves scandaleux que en 2025, on n'ait pas la capacité de trouver un Camerounais ou une structure camerounaise ou même des étudiants camerounais, des ingénieurs capables de nous faire des cartes nationales d'identité afin que l'on puisse au moins garder notre souveraineté nationale? Scandaleux, le terme est même gentil. Scandaleux, le terme est gentil, c'est d'une absurdité totale. On est dans un pays, nous sommes dans un pays où nous trouvons que nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont sous-employés ou bien qui sont même sans emploi. Or, fortement, et qui sont diplômés. Un projet comme celui-là peut être mis sur pied et même encadré par l'État. C'est-à-dire, par exemple, ça peut même être quelque chose qui soit rattaché à la DGSN. Et on parle aujourd'hui de la CNI, mais il faut commencer à la base. La base, c'est l'acte de naissance. Vous savez, c'est pour ça que, si tu me donnes quelques minutes, c'est pour ça que certaines personnes qui vivent dans la diaspora sont assez dures envers ceux qui nous dirigent. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont eu la chance de quitter le pays et ont vu ce qui se fait ailleurs. Dans des pays qui se veulent être sérieux, comme nous souhaitons que le Cameroun soit sérieux et pris en compte dans l'échiquier mondial, dès qu'un enfant naît, son acte de naissance lui est immédiatement attribué. Il dit bien immédiatement. C'est-à-dire dès que tu nais, au niveau de l'hôpital, on transmet les informations au niveau de la mairie. Et donc, n'importe quel parent qui arrive à la mairie en moins de 30 minutes, l'acte de naissance de l'enfant lui est livré. Donc, quand ceux qui sont à l'étranger, dans la diaspora, voient ça, ils n'arrivent pas à comprendre et à concevoir comment ça se fait que dans notre pays, les gens naissent, arrivent au niveau c'est quand ils veulent, par exemple, présenter un concours comme le CEP, on se rend compte que, OK, il faut l'acte de l'enfant. Et donc, voilà, pour répondre clairement à ta question, c'est inconcevable. On va dire simplement, ça fait comme s'il y a des choses qui ne sont pas clairement dites. Et juste pour prendre le cas, je pense qu'elle était Miss, c'est une Miss qui était sur Twitter qui faisait
le constat puisqu'elle faisait partie des premières personnes qui sont allées s'inscrire du côté de Douala. Jessica Ngwa, pour la citer. Elle dit comment, déjà, les premières personnes seront forcément déroutées parce que ceux-mêmes qui font les enregistrements, même s'ils ont été formés, elle a été surprise de voir qu'ils ne connaissaient pas utiliser un scanner pour lire un QR code. Pour nous autres qui sommes un peu plus jeunes et qui comprenons un peu comment ça se passe dans l'ère du numérique, ben, on a clairement spécifié que sur nos CNI, il y aura des QR codes désormais qui permettront à tout agent qui nous interpelle de juste scanner le QR code et d'avoir des informations sur nous dans un fichier qui serait centralisé. Mais on est surpris déjà que si dès l'entame, même lors de l'inscription, on a de la difficulté pour seulement lire les QR codes qui sont encore au niveau de nos petits bouts de papier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour ceux-là qui ne sont pas formés et qui sont en route. Comme si cela ne suffisait pas, et ce n'est pas pour peindre en noir forcément tout ce qui est dit. Il y a forcément des bonnes choses parce qu'il faut saluer aussi cet aspect de vouloir innover, mais il faut dire quand même quand les choses ne sont pas dans le bon sens. Et ne pas être dans le bon sens, c'est aussi attendre désespérément les 48 heures parce qu'il faut le dire, il y a des millions de Camerounais qui n'ont pas de titre d'identité jusqu'à ce jour. Et cette affaire a commencé depuis très longtemps. On aurait pris peut-être des solutions un peu plus tôt. Et on espère qu'en tout cas, 2025 permettra d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ma part sur ce sujet-là. On aura encore beaucoup à se dire. On aurait aussi pu parler de 10 000 sujets que l'on ne serait pas arrivé au bout de cette soirée. C'est vrai que je voulais terminer en disant, il faut quand même aussi reconnaître que le gouvernement joue un peu un rôle assez troublé dans cette histoire. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi le passeport peut être fait en 48 heures. en 48 heures. Passeport qui est un document international, donc qui, de mon point de vue, est beaucoup plus difficile à produire et qu'une simple CNI mette autant de temps. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre. Faut pas avoir peur de d'y mettre des années parce que il y a des gens qui ont eu des expériences vraiment un peu troublantes. Tu imagines si j'arrive à quelqu'un qui part au commissariat tellement il a attendu sa CNI, pas au commissariat pour refaire sa CNI. Au moment où il arrive devant les agents d'identification, c'est en ce moment-là qu'on lui remet plutôt, on lui dit que, en fait, ta CNI vient de sortir, mais ça fait peut-être 5 ans qu'il a fait et ce n'est jamais sorti. Donc, on lui remet sa CNI qui est presque périmée déjà. C'est-à-dire pour dire à quel point c'est quand même assez bizarre ce qui se passe. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bagués. Je vais terminer en disant que nous, ici, à 237 Story, nous soulevons énormément de sujets sur lesquels qui nous permettent de mettre ensemble les énergies pour pouvoir améliorer le quotidien des Camerounais. Pas améliorer le quotidien d'une tribu. C'est-à-dire qu'on ne va pas améliorer le quotidien des uns au détriment des autres. Non. C'est pour améliorer le quotidien de tous les Camerounais. Et pour ça, je continue à vous inviter, vous qui nous suivez. Il est vraiment important que tout ce que nous décrions ici, que nous puissions prendre maintenant notre destin en main, nous Camerounais. Nous ne rejetons plus seulement la faute sur le gouvernement, ceux qui sont en place, mais que nous prenons notre destin en main afin de choisir les dirigeants que nous voulons pour un Cameroun meilleur. Donc, je vous invite vraiment à aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est vraiment important. Je reviens là-dessus parce que tous les problèmes que nous sommes en train de soulever ne pourront avoir un début de solution que lorsque le gouvernement en place décide la liste. Non, dès qu'il sera parti, parce qu'on va s'inscrire, on va voter. Quand on va voter, il faut qu'on vote pour quelqu'un d'autre qui va changer les choses. Et une fois que le nouveau président sera là, nous pensons qu'il va, comment il avait dit ça, s'attarder ou bien s'appliquer à résoudre nos problèmes dont l'identification fait partie. En tout cas, voilà qui est très, très bien dit. Et c'est l'invitation que l'on a envie que l'on aura envie de répéter et que l'on répétera autant de fois que faire se peut. Parce que jusqu'à présent, aussi bien en semaine que les week-ends, eh bien, il est possible d'aller
faire son inscription sur les listes électorales pour pouvoir exprimer librement son choix. Parce que nous, on ne va pas vous dire d'aller voter pour un X ou pour un Y, mais voter pour le candidat qui aura su obtenir vos attentions et qui aura su peut-être vous vendre assez bien son programme politique pour un meilleur Cameroun. Si c'est le président Paul Biya, le président du RDPC, votez pour lui. Si c'est le président Maurice Kamto, président du MSC, votez pour lui. Si c'est Cabral Libi, si c'est peut-être même Enim Bilobé, pourquoi pas. En tout cas, votez pour celui qui vous parle le plus ou le mieux. Alors, Chicharito, je vais simplement te dire merci. Merci de nous avoir prêté de ton temps, de nous avoir surtout abreuvé de ton expertise ce soir. C'était un grand plaisir pour 237 Story de t'avoir. Plaisir partagé. Merci. D'accord. Je vais aussi dire merci à Sepiro qui a fait ses classes parce qu'on va dire simplement c'était son entrée en scène et je serais très curieux quand je vais parcourir les pages de 237 Story pour pouvoir lire quel est le ressenti de nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ces différentes interventions. Est-ce qu'il devrait être encore plus piquant parce que je peux vous avouer qu'il est parfois beaucoup plus piquant que ça et qu'il pourra encore l'être avec les prochaines échéances. Je rappelle pour ceux qui vont retenir le nom, c'est donc Sepiro pour le nouveau. Il y a aussi beaucoup de personnes qui auraient pu être là ce soir et on va les saluer pour tous ceux-là qui n'ont pas pu nous rejoindre. En tout cas, je pense à Manning qui aurait pu être là. Je pense également à Olivier, je pense à Joe et on passe un coucou à AG Sepiro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci de m'avoir offert cette tribune pour pouvoir m'exprimer sur les sujets qui intéressent le Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que va prendre fin cet autre épisode de votre podcast. Vous le savez déjà, c'est 237 Story. C'est chaque vendredi que l'on vient simplement vous ravitailler sur les sujets qui font la une au Cameroun et à l'étranger. Peu importe le sujet, nous sommes là. Et vous savez, vous nous retrouvez simplement sur www.237story.net, mais aussi sur la page 237 Story sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, aussi bien en écoute, en lecture qu'en image. C'était CWK pour vous servir. À très bientôt. Bye bye.